Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des fractures de fatigue du tibia ou des fractures de stress du tibia. C'est les deux mots qu'on utilise pour désigner le même type de fracture. Pourquoi je parle en premier lieu des fractures de fatigue au niveau du tibia? Tout simplement parce que c'est la localisation la plus fréquente des fractures de fatigue. Donc, comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie avant tout sur un article que j'ai rédigé pour mon site kinédarbois.fr. À chaque fois, quand j'écris des articles qui, après, font l'office de vidéo, j'essaie à la fois de me baser sur mon expérience de kiné plutôt généraliste. Je ne suis pas, par exemple, kiné du sport ou kiné pédiatrique. J'ai une activité volontairement très généraliste parce que ce que je priorise, c'est de prendre en charge des gens qui habitent à côté de chez moi. Donc, ça m'amène à voir des gens qui ont vraiment des pathologies très différentes. Il y a certaines choses, bien sûr, que je ne fais pas. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai une approche généraliste. Donc, je ne vois pas une proportion très importante de gens avec une fracture de fatigue du tibia. En général, quand je les vois, c'est plutôt pour un autre problème et ils ont ça aussi associé. Et puis bien sûr, justement, à chaque fois que je conçois donc ces articles et ces vidéos, je m'appuie aussi pas uniquement donc sur mon expérience professionnelle, mais sur des recherches que je fais dans la littérature médicale internationale, parce que je suis formée à ça et que j'aime bien ça, et surtout parce que je trouve que ça nous permet de nous dépasser notre propre expérience professionnelle qui est limitée, même si on fait beaucoup par exemple de kiné du sport. C'est intéressant, je trouve, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays et d'aller voir ce que recommandent les équipes de recherche qui bossent vraiment des années parfois sur le meilleur moyen de prendre en charge ces pathologies-là, que ce soit au niveau du diagnostic, d'identifier des causes, de traiter et d'éviter les récidives. Donc vous trouverez en commentaire, en descriptif de cette vidéo, le lien vers cet article avec notamment les références des études sur lesquelles je m'appuie. Et puis parce que aussi, je trouve que c'est plus facile de corriger un article que de corriger une vidéo. Donc je m'excuse par avance si j'ai quelques imprécisions lors de cette vidéo. Vous trouverez vraiment l'article beaucoup mieux documenté et j'espère plus clair en lien de descriptif de cette vidéo. Alors déjà, commençons par comment on sait en fait qu'on a une fracture de fatigue du tibia. Alors, on a des douleurs tout simplement le long du tibia. On a souvent une ecchymose, un bleu associé ou un gonflement. Et on a des douleurs dont l'intensité, c'est ça qui est un peu troublant et problématique parfois pour le diagnostic, dont l'intensité n'est pas forcément en lien avec la gravité. On peut avoir très peu mal et avoir une fracture de fatigue, et à l'inverse, on peut avoir des douleurs atroces et ne pas avoir une fracture de fatigue. Je vais décrire plus loin justement la périostite et les tendinopathies ou tendinites qui sont, on va dire, les deux problèmes qu'on peut avoir aussi à ce niveau-là, avec lesquels il ne faut pas confondre avec une fracture de fatigue du tibia. Donc, quand vous avez ces signes-là et que ça vous inquiète et que ça vous gêne en général pour votre pratique sportive ou même ne serait-ce que pour marcher ou exercer votre activité professionnelle, vous allez consulter un professionnel de santé, généralement soit un médecin généraliste, un médecin du sport, parfois directement un chirurgien orthopédiste. Et celui-ci ou celle-ci va faire un examen plus précis, vous poser beaucoup de questions pour voir un peu vos pratiques, qu'est-ce qui peut expliquer l'apparition de ces douleurs, juste avec déjà les questionnements, son expérience de personnes habituées à voir des personnes qui ont des blessures, il va pouvoir ou elle va pouvoir déjà éliminer certaines choses et partir ou non vers un diagnostic de fracture du fatigue. Donc il va faire éventuellement des examens complémentaires manuels et puis éventuellement demander une imagerie, une radio ou un IRM. Parfois, certains médecins ne demandent pas tout de suite ça parce que ce n'est pas anodin d'aller faire des examens complémentaires et parfois, juste le repos peut suffire à prendre en charge des blessures. Donc, on ne va pas forcément chercher à aller faire tout de suite des examens. Moi, en tout cas, c'est une approche que je trouve tout à fait pertinente, même si je sais qu'il y a des patients et patientes qui sont très demandeurs d'aller investiguer tout de suite le plus possible. Mais parfois, ça peut conduire aussi à des erreurs de diagnostic. Donc, personnellement, si vous avez un médecin qui ne vous a pas envoyé faire des examens complémentaires dans un premier temps, ça peut être tout à fait satisfaisant. Alors, comment justement être sûr que ce n'est pas si on vous a diagnostiqué une fracture une périostite, donc une inflammation de la membrane du tibia, où il n'y a pas vraiment du tout de problème au niveau de l'os, de fracture ou de fissure. Il y a certaines personnes qui ont peur justement qu'on se soit trompé, qu'on leur a diagnostiqué une périostite au lieu d'une fracture de fatigue.
Alors déjà, sachez que les périostites, c'est extrêmement fréquent. C'est à peu près 1 personne sur 5 qui pratique la course à pied qui en aura une au cours de sa vie. Et ça peut être extrêmement douloureux, au point vraiment d'avoir du mal à marcher, de plus du tout pouvoir faire son sport. Mais c'est extrêmement plus fréquent que les fractures de fatigue du tibia, qui sont estimées à peu près sur une population très sportive de militaires, c'est le seul chiffre qu'on a, à 0,6% de cette population-là. Donc vous voyez qu'on est sur un facteur presque fois, pas 100, mais je ne fais pas le calcul de tête, mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fréquent au niveau des périostites. Donc juste ça, si on vous a posé le diagnostic de périostite par un professionnel de santé compétent, vous pouvez, je pense, avoir confiance en ce diagnostic. Et de toute façon, vous allez voir que la prise en charge, le traitement d'une fracture de fatigue, finalement, suit à peu près les mêmes grandes lignes que celui d'une périostite. Et puis, on peut aussi confondre parfois, certaines personnes en tout cas ont peur qu'on confonde avec une tendinite, ou plutôt on devrait dire une tendinopathie, un problème au niveau des tendons qui passent aussi à proximité du tibia. Là encore, un simple examen avec un professionnel de santé habitué à avoir justement des tendinopathies par rapport aux fractures de fatigue devrait arriver vraiment à faire le diagnostic différentiel, et si besoin, on fait des examens complémentaires. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire au niveau donc des symptômes et du diagnostic des fractures de fatigue du tibia. Donc, si on vous a diagnostiqué une fracture du tibia, en général, donc on a fait des examens complémentaires et on a observé la localisation de cette fracture. Elle peut être soit au niveau antérieur, ça veut dire sur le devant du tibia, soit au niveau postérieur, plutôt sur l'arrière du tibia. Les fractures postérieures sont de loin les plus fréquentes, et tant mieux parce que ce sont celles qui récupèrent mieux, plus vite et qui ont moins de récidives. Et on pourra aussi vous avoir évalué la gravité de cette fracture de fatigue en partant de fractures de grade 1, 2, 3 ou 4. Globalement, ça ne change pas grand-chose à la prise en charge derrière, si ce n'est que plus la fracture est grave et plus elle est au niveau postérieur, plus il faudra être prudent, surtout sur la reprise des activités sollicitantes pour votre tibia. Donc, quelles sont les causes? En général, déjà, on peut avoir une fracture du tibia sans être du tout sportif, à cause de certaines pathologies ou prédispositions génétiques qui font qu'on va être plus à risque. Mais quand même, assez souvent, les fractures de fatigue du tibia, ça survient chez des gens plutôt sportifs, même très sportifs et sportives, à cause de ce qu'on appelle un stress mécanique, c'est-à-dire qu'il y a trop de contraintes sur l'os par rapport à ce qu'il est habitué et ce pourquoi il est prévu, on va dire, de supporter. Donc on observe ça, par exemple, plus souvent chez les personnes qui courent plus de 64 km par semaine, chez les personnes qui ont des activités qui nécessitent de beaucoup sauter, par exemple le triple saut, ou des sports collectifs comme le volley. Et donc, si aussi on augmente très fort notre charge d'entraînement, avec aussi parfois peut-être une hygiène de vie pas forcément extraordinaire, eh bien, on est à risque de développer une fracture de fatigue. Est-ce qu'on peut marcher avec une fracture de fatigue du tibia? Donc, si on vous a posé ce diagnostic, normalement, le médecin qui vous a posé ce diagnostic et a déterminé la prise en charge adaptée pour vous, vous a informé clairement de si oui ou non vous pouvez marcher. Est-ce que, donc en général, avec des béquilles pour décharger justement l'appui. Certains médecins vont vous dire vraiment par rapport à votre fracture, prise de risque, votre âge, etc., c'est mieux que vous n'appuyez pas du tout sur le pied, que vous ne posez pas du tout le pied par terre. C'est assez rare. En général, on préconise plutôt ce qu'on appelle l'appui contact, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser le pied par terre, mais sans mettre de poids dessus, quasiment pas de poids dessus. Donc en général, jusqu'à un rendez-vous et une imagerie de contrôle, une radio de contrôle, ou parfois un IRM, les médecins préconisent d'y aller tranquille, de marcher uniquement avec des béquilles et si possible sans trop mettre en charge. Donc en général, on fait ces examens 6 semaines, 4 semaines, des fois 2 ou 3 mois après le diagnostic initial, et là, le médecin ou la médecin va vous dire c'est bon, vous pouvez y aller progressivement, un petit peu plus sur la marche, et vous sevrez progressivement des béquilles. Si votre médecin a jugé que par rapport au type de fracture que vous avez, votre état de santé, ça ne nécessite pas de marcher avec des béquilles, c'est que c'est sûrement possible dans votre cas. Donc justement, quelle est la prise en charge recommandée?
On ne connaît pas aujourd'hui, que ce soit pour une fracture classique ou une fracture de fatigue, on ne connaît pas de moyen d'accélérer la consolidation osseuse avec par exemple des médicaments ou des techniques, des thérapies manuelles, des techniques physiques. Tout ce qu'on peut faire, on va dire, c'est ne pas trop l'entraver, donc justement en essayant de ne pas mettre des contraintes excessives sur l'os, en essayant comme toujours d'avoir plutôt une bonne hygiène de vie, mais voilà, on ne peut pas accélérer le temps de consolidation osseuse, surtout pour une fracture de fatigue du tibia, ou quand on essaie d'aller regarder justement comment se comporte l'os, on se rend compte qu'en général, il faut jusqu'à 24 semaines, donc plusieurs mois, presque 6 mois, non, oui, presque 6 mois, pour que l'os retrouve sa densité d'avant. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il va falloir attendre 24 semaines, donc 6 mois forcément pour reprendre le sport, mais c'est un processus qui est quand même assez lent. Et donc, pendant ce temps-là, eh bien, en général, on met en repos et on augmente progressivement la charge d'activité en fonction des douleurs. On peut avoir besoin de médicaments pour soulager les douleurs, mais il n'y a pas de traitement, on va dire, spécifique pour accélérer la consolidation. Ce qu'il faut, c'est surtout le repos partiel ou total des contraintes au niveau de l'os, donc surtout lors de la marche et des activités sportives, ou même la posture debout longtemps si on met trop d'appui du côté où il y a la fracture de fatigue. Alors justement, donc je vous ai parlé du temps de consolidation de l'os qui peut être vraiment jusqu'à 6 mois pour retrouver sa densité d'avant, mais souvent la fracture disparaît quand même à la radio, il y a une amélioration au bout de quelques semaines, 6 semaines, 8 semaines. Ça ne veut pas dire forcément qu'on ne peut rien faire pendant toute cette période. On observe en général que les gens reprennent le sport environ 2 mois après une fracture postérieure, et plutôt 7 mois après une fracture antérieure, qui sont celles qui récupèrent en général, qui mettent plus de temps à récupérer. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est recommandé de reprendre aussi vite le sport, ça va dépendre de plein de paramètres et surtout de l'intensité à laquelle vous reprenez et du contexte d'apparition de cette fracture de fatigue. Parce que ces fractures de fatigue, les récidives est assez fréquente. Dans une population donc de militaires, c'est les seuls chiffres que j'ai trouvés, il y a 11 à 36% de récidive. Donc je pense que dans la population générale, la récidive est un peu moins importante, mais en tout cas, il est raisonnable de penser que reprendre trop tôt le sport peut augmenter justement ce risque de récidive. Donc vous avez cette fourchette de 2 à 7 mois pour la reprise du sport, à vous avec vos professionnels de santé notamment de discuter de la meilleure option, mais ce qu'il faut surtout, c'est ce qui est recommandé, de reprendre très progressivement la charge d'entraînement, la fréquence, l'intensité, la durée. On recommande à titre indicatif de reprendre à raison de 10% par exemple d'augmentation de la charge d'entraînement ou d'augmentation du poids de l'appui sur le membre fracturé, 10% par semaine. Mais c'est vraiment donné à titre indicatif et justement les kinés, les professionnels de la rééducation sont là pour vous aider, pour vous guider à mettre en place ce qui est le plus pertinent par rapport à votre situation. Voilà, j'espère que j'aurai répondu aux principales questions que vous avez éventuellement sur le sujet. Si vous en avez d'autres, si vous avez des remarques, des corrections à faire, n'hésitez pas, tout ça est bienvenu en commentaire. Merci.